Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Tribune et de BPI France. Tout d'abord, avant d'accueillir Guy Savoy et Patrice Béguet, simplement pour rappeler, parce que je sais que ce soir on a la fine fleur de l'économie française et de toutes les PME qui connaissent la croissance, l'innovation, le développement à l'international, il faut savoir qu'ici à la Monnaie de Paris, je pense que Guy Savoy sera meilleur que moi pour vous raconter l'histoire de la Monnaie de Paris, mais il faut savoir que la Monnaie de Paris, c'est l'entreprise la plus ancienne d'Europe, puisque la Monnaie de Paris est née en 850. Alors, pas sur ce site, mais il faut savoir que ça a été la première entreprise créée en Europe. C'est une entreprise qui a connu des crises monétaires, des monarchies, des gouvernements, et vous voyez, elle est là aujourd'hui, dans ce lieu magnifique. Pour nous, c'était en effet l'occasion de célébrer les 30 ans du journal La Tribune que j'ai l'honneur de diriger et présider. J'espère que vous avez apprécié, et pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite tout à l'heure à aller visiter cette expérience prospective, puisque pour nous, il ne s'agissait pas de faire une rétrospective des 31 du passé, mais plutôt de regarder, comme vous le faites chaque jour dans vos entreprises, de regarder devant et de voir justement quelles seront à la fois les ruptures technologiques, les innovations, les enjeux de société jusqu'en 2045. Ce n'est pas toujours facile parce que dans la presse, par moment, on est toujours en train de regarder son business plan sur l'année à venir. Regarder l'horizon à 30 ans, ce n'est pas un exercice facile. Mais comme je sais, chez BPI France, tous les paris difficiles sont toujours, en tous les cas, saisis et sont toujours relevés. Je vous demande d'accueillir Patrice Béguet et Guy Savoy. Bien, merci Jean-Christophe. Un petit mot d'introduction. D'abord pour vous dire qu'on est ravis. On avait convié 150 personnes qui sont là, qui viennent du monde des médias, du monde de l'excellence également. Je vois nos amis de West France, je vois nos amis d'Euronews, de TF1, nos partenaires bancaires aussi, puisque BPI France, comme vous le savez, est une banque de place. Et avec nos deux actionnaires, l'État et la Caisse des dépôts, mais c'est un travail, c'est un mouvement en fait qui a été créé. Donc les investisseurs, les banques, c'est un plaisir aussi d'accueillir mon ami Hubert Welz, le directeur général de la Banque Transatlantique, qui est d'ailleurs un de vos banquiers. Mais en fait, vous dire tout simplement que BPI France, c'est cette fameuse banque sans a priori, qui va de la start-up à la TPE, à la PME, à l'ETI, aux grands groupes, dont vous faites partie. Je vois le président de la Brinks également présent. Et notre métier est d'anticiper, de vous aider à vous réinventer. Toujours avec ce côté de simplicité, de proximité, comme on l'a ce soir entre nous, et puis avec deux valeurs managériales clés qui sont la volonté et l'optimisme. Alors oui, on en parlait avec Guy il y a 2 minutes, on a un objectif, c'est donner ce désir de croissance pour vous développer, pour innover, pour partir à l'international. Et donc, quand on voit un homme comme Guy Savoy, il a à la fois deux choses, ou comme Myriam Maestroni, ou comme Jean-Bernard Falco qui va nous rejoindre. Ils ont à la fois ce grain de folie, côté entrepreneurial, et en même temps, c'est nécessaire et rassurant, le tableur Excel dans la tête. Tout ça pour vous dire qu'un entrepreneur comme eux a ce fameux point GPS loin. Et nous, on adore ce type d'entrepreneurs qui partent à l'attaque des géants, qui font la France de demain, parce que quand même, ne l'oublions jamais, même en dehors de tous les événements qu'on a connus, le plus beau pays du monde, c'est le nôtre, et l'aventure, c'est vraiment la France. Guy, à toi. Bonsoir. Bonsoir. Bon, comme je viens de ne pas très loin, donc j'ai décidé de garder ma tenue de travail pour ce soir, parce que voilà, j'ai déjà accueilli les premiers convives, et après je rejoins mon poste de travail donc, dans quelques minutes, dès que Jean-Christophe m'aura libéré. Voilà. Guy, merci en tous les cas de nous accorder quelques instants, parce que je sais que vous êtes attendu par toutes vos équipes. Tout d'abord, on a envie de vous dire, tout à l'heure je présentais la Monnaie de Paris en disant c'est l'entreprise la plus ancienne d'Europe, c'est la plus vieille institution française,
Comme quand on a un coup de foudre pour une femme, quel a été le coup de foudre de ce lieu pour vous installer à quelques mètres? Alors le coup de foudre pour ce lieu, déjà, pour rebondir sur vos mots, j'espère qu'un jour on dira à Paris que je suis le plus ancien cuisinier de Paris. Ça voudra dire que je vais vivre vieux et en bonne santé. Non, mais pourquoi le coup de foudre? Bon, vous imaginez, lorsque vous arriviez dans un lieu comme ça, et c'était en novembre 2009, et que je rentre par la porte qui est juste en face, et je longe les fenêtres, qui étaient à l'époque, c'était les bureaux de M. Christophe Beau, le président. Il y avait aussi la salle de réunion du conseil d'administration, et puis les appartements du président qui avaient dû être occupés en effet il y a quelques années, mais qui étaient totalement désaffectés. Et c'est vrai que c'est la première fois de ma vie que lorsque je visite un lieu, au fur et à mesure que j'avançais, j'avais le futur, je ne savais pas encore si ma candidature serait retenue, mais le futur restaurant se dessinait à chaque pas. Et il était très difficile de ne pas montrer mon enthousiasme devant la beauté de ces lieux, parce que il y avait un certain nombre de personnes autour de moi, des gens bien sûr de la Monnaie de Paris, un cabinet spécialisé en commercialisation, et tout ça. Donc j'ai dit, je vais quand même pas montrer un enthousiasme débordant pour ces lieux. Et c'est simplement en sortant que je dis à un monsieur que j'avais identifié, j'avais trouvé très sympathique, j'ai dit, écoutez, moi je suis très intéressé par ce lieu parce que c'est sublime. Il me dit, c'est très simple, c'est un appel d'offres, il faut construire un dossier, le présenter, et c'est normalement le meilleur dossier qui est retenu. Voilà. Donc j'ai donc déposé ce dossier, et c'est vrai que j'ai eu des moments d'angoisse jusqu'en mai 2010, donc 6 mois d'attente pour savoir que c'était mon dossier qui était retenu. Et puis après, il y a eu une autre très très grande angoisse, c'est 8 jours avant l'ouverture, avec une grande interrogation, est-ce que je vais être, est-ce que les équipes, est-ce que tout ce transfert de restaurants depuis l'Étoile jusque dans ces lieux historiques, est-ce qu'on va être à la hauteur? Et ça a été, je ne vous cache pas, pendant 8 jours, des sensations à la fois bien sûr de doute, un peu de regret. J'ai dit, mais pourquoi j'ai quitté mon ancien lieu où j'étais quand même j'étais très bien, puisque l'aventure avait duré 28 ans et demi, rue Troyon. Et voilà, donc, bon. Mais cette trouille, je l'ai toujours un peu tous les jours, en disant le matin, quand je monte l'escalier, là, je dis, c'est quand même incroyable d'être dans un lieu comme ça, quoi. Voilà. Guy Savoie, on ne va pas trahir de secret. L'ouverture s'est faite au mois de mai. Oui. Ça marche plutôt bien. Je crois qu'il faut quand même être patient. Ça montre qu'aujourd'hui, il y a une grande attente pour venir dans votre établissement. Mais comme vous le dites, il faut toujours saisir quand même, on ne sait jamais, il y a quelques annulations, il faut être toujours opportuniste pour appeler. Parce que je rappelais tout à l'heure à l'ami Patrice, une charmante personne qui l'accompagnait, me dit, mais combien de temps il faut réserver? Non, j'ai dit non, pas combien de temps. Vous appelez le soir, et parfois, vous savez, le coup de téléphone de 19 ou 20 heures, eh bien, on est content de l'avoir parce qu'on vient juste d'avoir une annulation. Donc, n'écoutez pas, on n'est pas plein très longtemps à l'avance. Voilà. On peut avoir une place au dernier moment. Alors, Guy Savoie, les journalistes de la Tribune ont mené une expérience de prospective à laquelle a adhéré justement BPI France. C'est d'avoir cette vision du futur. Alors, c'est assez compliqué des fois d'avoir une vision future à 2 ou à 3 ans. Là, on s'est projeté à 30 ans, 2045. Pour vous, Guy Savoie, la gastronomie, c'est quoi en 2045? Alors, je crois que, la gastronomie, je traduis cuisine. Si je savais quelle cuisine je ferais dans 30 ans, je n'attendrais pas, je la ferais dès aujourd'hui. En revanche, la restauration, on peut imaginer, ou j'essaye d'imaginer, en tout cas, de mettre déjà en pratique ce qu'on peut ressentir pour l'avenir. Bon, je pense que le restaurant, je vais peut-être faire bondir, mais est le dernier lieu civilisé de la planète. Pourquoi? Parce que dans un monde qui est de plus en plus virtuel, je pense que le restaurant, de qualité, est l'endroit où le convive est vraiment pris en charge et où on est en permanence dans le congrès. C'est forcément une personne qui va prendre votre voiture, c'est forcément plusieurs personnes qui vont vous accueillir avec le sourire, c'est un maître d'hôtel qui va vous accompagner à la table, c'est un sommelier qui va être là, mais pour vous éclairer. Donc, à chaque fois, vous avez en face de vous un être humain. Et donc, dans un monde de plus en plus virtuel, je crois que ça, c'est important. Et après,
le ballet va commencer, vous avez passé votre commande, on va vous servir, le pain va arriver, on va veiller à ce que vous ne manquiez de rien tout au long de votre déjeuner et de votre dîner. Et tout aussi concret que les premiers sourires, ce qui va arriver dans votre assiette est également très concret. C'est bon ou c'est pas bon. Et ça, vous vous en rendez compte tout de suite. Et je crois que c'est cette notion de concret à tous les niveaux de la restauration, depuis les premiers sourires jusqu'au départ, qui vont s'amplifier. Je crois que le restaurant dans 30 ans, on sera encore plus attentif à l'environnement. C'est-à-dire le décor, les œuvres d'art qui sont exposées, l'atmosphère qui y règne, la disponibilité, parce que j'aime pas trop dire gentillesse, mais je dis oui, tout simplement la disponibilité, le professionnalisme, la sensibilité des collaborateurs qui sont là. Donc moi je vois vraiment une amplification de tout ce qui est concret, que ce soit dans les rapports humains, que ce soit dans les relations avec les convives, vraiment cette complicité qui manque parfois dans un monde qui se veut, encore une fois, peut-être de plus en plus virtuel. Voilà. Et je partage, parce que pour tout vous dire, lorsque je suis venu déjeuner ce midi, je suis venu avec des dirigeants d'Uber et de Google, et ils m'ont dit cette expérience de chez Guy Savoy, on ne pourra jamais l'ubériser. Donc ça montre qu'il y a une vraie durabilité dans ce que vous faites, Guy Savoy. Ici, il y a des entrepreneurs qui innovent. Pour vous, c'est dans quel état d'esprit, dans quelle préparation vous vous dites, mais il va falloir que j'innove pour ma carte de 2016. Quel est le processus chez vous sur le processus d'innovation? Alors, en permanence, on est dans le concret. Je dirais que c'est avant tout des envies. Hein. L'évolution, c'est une envie en permanence. Moi, c'est la vue d'un produit sur un marché, qui me disent, bon, tiens, j'ai tel produit, j'aurais envie de le manger de telle manière, et c'est ce qui fait évoluer la carte. Et puis après, c'est l'évolution, c'est de savoir de plus en plus, et de se dire, encore une fois, comme moi, si je suis convive, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe autour de moi? Et c'est cette réflexion qui est permanente, qui permet d'avancer. Et cette prise de conscience, en plus, dans des lieux comme ça, elle s'amplifie, quoi, parce qu'on a tous envie, quand je dis tous envie, c'est l'équipe et moi qui en suis un peu le capitaine entraîneur, c'est de se dire que voilà, on n'a pas le droit de pas être bien et de pas être bon dans des lieux comme ça. Donc, je dirais l'évolution, elle se fait en permanence, quoi. C'est pas et puis ce métier, on peut faire comme tous nos métiers, je crois qu'on peut pas les faire de manière à la fois répétitive et machinale. Je crois que il faut qu'on y prenne nous-mêmes du plaisir. Je veux dire, il faut qu'on ait le plaisir de cette transformation, à la fois la transformation des produits et puis la transformation de l'atmosphère de la salle. Je crois que c'est moi ce qui me touche tous les soirs, c'est à 20h30, 21h, là, on a une espèce de quiétude et de calme. 21h30, c'est un peu plus animé. 22h, 22h30, c'est très chaleureux. Donc, ça veut dire que même l'attitude des convives s'est transformée Donc, tout ça, c'est à la fois, c'est tonifiant, c'est de se dire, voilà, comment faire mieux encore, quoi. Guy Savoy, on va vous garder juste, 2 minutes 30. Peut-être pour donner une recette aux entrepreneurs qui sont dans la salle. Cette recette, c'est à la fois, vous avez prouvé par le nombre d'établissements que vous avez, parce qu'on a parlé ici à la Monnaie de Paris, mais vous en avez d'autres ici à Paris, vous en avez même un à Las Vegas, aux États-Unis. C'est quoi la recette? Je sais que vous êtes un féru de rugby, justement pour mobiliser ces équipes, ces hommes en cuisine, en salle. C'est quoi la recette que vous souhaiteriez partager ce soir sur le management de vos équipes avec les dirigeants de BPI France et puis toutes les entreprises ici présentes? Vous parlez du rugby, c'est vrai que je m'inspire tous les jours. Le rugby, quand j'ai cité tout à l'heure le mot de capitaine-entraîneur, je crois que c'est important, mais moi c'est très facile parce que je suis au milieu des équipes et tout se passe, unité de temps, de lieu et d'action dans un restaurant. Donc, mais aujourd'hui, ce que j'ai retenu du rugby et que j'ai tendance à amplifier aujourd'hui, c'est avec des gens des collaborateurs très différents qu'on arrive à faire une équipe cohérente et homogène. On s'aperçoit que chaque
chaque personne ou chaque personnalité a un poste, est faite pour un poste, et qu'on a besoin de cette multitude de postes et de différences pour faire cette cohérence et cette harmonie, et d'avoir vraiment une équipe autour de soi. Mais encore une fois, chez nous, c'est très facile parce que tout se passe sur le même lieu. Et ça, c'est le même lieu, même espace, quoi, parce que rien n'est cloisonné, quoi. Même entre la salle et la cuisine, l'ouverture est très grande, quoi. Donc voilà, c'est ça, moi, que je retiens et que j'ai appris au rugby et que je mets en œuvre tous les jours. En fait, au-delà même des fonctions de chacun, il y a 49 personnes, plus 11 apprentis et stagiaires, et il y a 15 nationalités différentes. Et on s'aperçoit que, bon, enfin, chez nous, je dis qu'on ne travaille pas, on bosse. Vous voyez, c'est l'étape au-dessus du travail, le fait de bosser. Voilà. Parmi vos établissements, Patrice aime beaucoup celui avec la brioche. Oui. Ça, il m'en parle boutique, oui. très régulièrement. Quel est le prochain pari, le pari fou de Guy Savoy? Le pari fou, mais tout à l'heure vous avez dit que cet endroit c'était le plus ancien. J'espère être un jour le plus vieux cuisinier de Paris, quoi. Merci, je vous donne d'applaudir Monsieur Guy Savoy. À demain. Que mon souhait le plus cher, c'est qu'un convive en sortant de chez nous dise à demain. Jean-Christophe le fait depuis 3 jours. Merci. Alors Patrice, après ces propos de Guy Savoy qui nous ont donné beaucoup d'enthousiasme et d'envie, on va accueillir 2 autres entrepreneurs qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition, qui sont accompagnés par BPI France Excellence. Tu pourrais aussi, un peu, avant qu'on les fasse monter sur scène, les décrire? Déjà, BPI France Excellence. Il y a plusieurs membres ici, puisqu'il y a à peu près 50 membres ici, et j'en profite aussi pour remercier mes équipes pour avoir organisé avec toi et tes équipes cette soirée. Comme on le disait avec Guy, on réussit jamais seul, on réussit toujours en équipe. Et on a la chance, toi et moi, d'avoir des équipes merveilleuses. Et l'équipe, c'est aussi l'équipe des entrepreneurs. Le réseau BPI France dont tu parlais, c'est aujourd'hui 3000 membres. On a 200 000 clients chez BPI France. Il y a 3000 membres Excellence qui représentent à peu près 1 million d'emplois. Et ce million d'emplois, c'est 127 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En fait, c'est les entreprises qui sont là aujourd'hui, qui ont démarré à 1 ou 2 salariés, avec une expérience comme Myriam Maestroni, qui était directrice générale de Primagaz. Et puis un jour, elle est montée sur la table, elle est partie thorax devant, et puis elle a créé cette entreprise. Vous la voyez partout, femme de l'année, etc., économie d'énergie à la COP21 et tout ça. Elle a eu ce courage, elle a eu cette audace, et on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous ce soir. Puis la deuxième personne, c'est un homme extraordinaire qui a monté avec sa femme un groupe, au départ 1, 2, 3, 4 hôtels, et puis aujourd'hui c'est Paris, et puis c'est la province, puis c'est l'international. Et tellement qu'il est bon, le gouvernement l'a nommé comme monsieur, entre guillemets, tourisme français. C'est Jean-Bernard Falco, le président de Paris Group. Myriam Maestroni, Jean-Bernard Falco, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Bonsoir Jean-Bernard. Myriam, bon, Guy Savoy, ça vous a donné de l'inspiration, de l'envie? Ah mais plein. D'abord, bon anniversaire, parce que moi j'adore les anniversaires. Je pense que c'est un moment où on apprend du passé pour construire le futur. Et je trouve que les talents ou les entreprises qui durent sont extrêmement inspirantes, parce qu'on vient finalement de passer 10 ans où on nous parle de développement durable, mais on oublie très vite qu'on a aussi vu des entreprises de plus de 100 ans s'écrouler du jour au lendemain, avec les Lehman Brothers, des grands noms. Et donc une entreprise, c'est fragile, c'est vulnérable. Et l'idée comme ça de durer en tant que personne et de porter une entreprise, c'est magnifique. Et un anniversaire, c'est ce moment où on se retourne et où on reconstruit le futur. Donc ça m'a beaucoup inspiré, et je trouve qu'on est très chanceux en France d'avoir des talents pareils et d'être toujours reconnus partout pour
notre cuisine, notre accueil, de beaux lieux et ce savoir-faire à la française. Hein. Alors, Myriam Maestroni, Patrice disait, vous avez un parcours assez exceptionnel. Vous avez été dirigeante de Primagaz et puis vous avez fait un choix un jour de prendre le risque de femme entrepreneur. Ça vous sourit plutôt bien. Puisqu'on est dans l'actualité, on va bien sûr parler de votre entreprise, mais un de vos sujets, bien sûr, c'est l'énergie 2.0. On est en pleine COP21, on est à 24 heures des fins des discussions. Lorsqu'on a échangé au téléphone, moi je vous ai dit, est-ce que ça sera une réussite cette COP21 Vous m'avez dit de suite, vous m'avez dit, n'attendez pas tout de cette COP21, ça se prépare depuis très longtemps à l'avance. Ce qui est important, c'est de regarder surtout ce qui va se passer après. Oui, de toute façon, c'est une réussite, parce qu'il n'y a plus personne, où que l'on soit sur la planète, qui que nous soyons, qui puisse ignorer aujourd'hui que c'est finalement notre planète qui risque d'avoir une température qui s'élève. Alors j'entends parfois 2 degrés, enfin c'est comme un corps humain, hein, 39 ou 41 ou 37, c'est pas la même chose. Et ce dont on parle, plus 5 degrés, c'est la différence entre une période glaciaire et non glaciaire. Et donc du coup, on pourra plus dire « je ne savais pas ». Et ça, c'est en soi important. Et après, évidemment, il y a cette COP21 qui est le niveau international, il y a l'Europe, il y a la France qui va évidemment infuser et puis transposer des lois. Et puis, il y a nous et ce que nous pouvons faire. Et finalement, moi, à un moment donné, donc, je dois dire, j'ai passé 20 ans dans l'énergie, c'était un choix, mais je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui. Et au fond, l'idée, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ? Et je me suis aperçue que nous sommes dans une partie du monde où nous dépensons tous 20 à 30% d'énergie de plus que ce que nous devrions dépenser. On a 15 millions de logements en France, 150 millions en Europe qui dépensent trop. Et donc l'idée, c'était comment finalement on va interpeller chacun des ménages, chacun d'entre nous, pour faire des travaux de rénovation énergétique et finalement construire une économie pour améliorer ce que nous avons, puisqu'évidemment il ne s'agit pas de tout démolir et de reconstruire neuf avec les nouvelles normes. Et finalement, j'ai décidé de quitter Primagaz parce que, pour X raisons, dont celle de revibrer à un niveau d'énergie de ce que demandait le monde à ce moment-là, c'était il y a 4 ans, surtout poussé par 10 personnes qui me disaient « mais nous, on veut continuer à faire de l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique ». Et je dois dire que l'expérience d'entrepreneur, c'est juste freaking out, comme diraient les anglo-saxons. Parce que j'ouvre la porte, je vois un grand bureau et je me dis « ah, il va falloir que je paye les loyers, les salaires, comment je vais faire ?» Et puis, il y a l'énergie du groupe, et voilà, on était 10, on est 120, j'ai entendu 15 nationalités, il y a 15 nationalités chez Économie d'énergie aujourd'hui, moins de 30 ans de moyenne d'âge, et cette expérience de prendre à la fois un coup de vieux et un coup de jeune, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on se rend compte que finalement, notre vie personnelle rejoint une ambition professionnelle et qui finalement s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Justement, Myriam, on a vu certains dirigeants de grands groupes français, je pense à Guillaume Poitrenaille de Unibail, qui a fait le choix à un moment donné de quitter une entreprise du CAC 40. Vous avez fait aussi le choix de quitter, on va dire, un groupe dans lequel tout vous réussissait pour faire le saut. À votre avis, quel est ce phénomène justement qui est en train de s'accélérer, où on voit des grands dirigeants de groupe faire votre choix ? Vous avez dit, j'ai écrit ce bouquin « Comprendre le monde de l'énergie 2.0 ». Je pense que demain et les 30 ans à venir ne seront pas, heureusement ou malheureusement, peu importe, égal à ce que nous avons vécu dans les 30 ans passés. Donc, à un certain moment, il faut bien réinventer ce monde. On ne va pas passer son temps à se lamenter avec « c'était mieux hier ». Et donc, à un certain moment, on se dit « je fais ce pas dans l'inconnu, je vais tracer des ponts entre ce que je connais et cet inconnu ». Et tracer ces ponts, c'est une expérience de vie, c'est une ambition qui va faire appel à plein d'autres choses qui sont au-delà du savoir-faire. Et je crois que dans ces autres choses, il y a la passion, il y a le fait de se sentir en vie, de dire, voilà, moi, à 80 ans ou 90 ans ou 100 ans, que sais-je, j'ai une grand-mère qui a 100 ans 3/4 qui me répète tout le temps, vivre c'est un travail à plein temps et elle a raison, eh
bien, je crois que c'est la seule certitude que nous avons, c'est se retourner vers notre vie et dire, est-ce que j'ai fait les choix, j'ai décidé ce que je devais décider au moment où je devais le faire, et à ce moment-là, pas avoir de regrets. Et donc, je crois que c'est cette passion, Hegel disait, c'est le moteur de nos plus belles réalisations, et puis sans doute aussi l'imagination, quoi. Moi, j'ai un côté qui reste un peu grand enfant. On a 41 plateformes aujourd'hui, 5 millions de visiteurs sur nos sites. On me raconte le numérique, big data et comment on va conjuguer ça avec les enjeux de la rénovation énergétique. On a accompagné 350 000 ménages. Et en fait, Einstein disait, on ne résout pas au même niveau de conscience les problèmes de notre monde qu'à celui où on les a créés. Et les jeunes ont beaucoup à dire et je crois qu'on doit les accompagner là-dedans. Donc je vous dirais passion, imagination et je crois se sentir en vie parce que finalement la zone de confort, d'argent, de pouvoir, est-ce que c'est ce que l'on va retenir le jour où on va se retourner sur sa vie? Myriam, on disait avec BPI France, c'est cap sur l'international. Pour vous, ça sera quoi vos enjeux en 2016 à l'international? Alors en France, j'ai créé cette entreprise qui s'appelle Économie d'énergie. Alors évidemment, quand on va en Espagne, en Italie, en Angleterre, on ne va pas traduire. Donc j'ai créé une société dans chacun de ces pays qui s'appelle On5 Company. Pourquoi On5 Company? Parce qu'on travaille sur la 5e énergie, celle que nous ne consommons pas et dont on ne dira jamais assez que c'est et la moins chère et la moins émissive de CO2, puisqu'il y a 4 origines aux énergies, le soleil avec l'éolien, le solaire, la lune avec le marémoteur, la terre avec les énergies fossiles et l'atome. Et la 5e énergie, c'est celle où il y a un gisement partout, chez nous, dans tous nos pays, où finalement on a la chance d'avoir de l'énergie, parce que je vous rappelle quand même, et c'est important pour moi, qu'il y a un phénomène de solidarité énergétique planétaire, puisqu'il y a 1,3 milliard de personnes, au moment où je vous parle, qui n'ont pas accès à l'énergie. Et pour pouvoir faire en sorte que ces gens-là aient accès à l'énergie, et ce sont les femmes qui en souffrent le plus, parce qu'elles font des kilomètres pour aller chercher du bois, de l'eau, eh bien il faut, à un certain moment, que nous-mêmes, nous fassions l'effort de consommer moins. Je ne dis pas qu'on repasse à des vieilles habitudes ou qu'on sacrifie notre confort, mais on peut aujourd'hui consommer moins avec le même niveau de confort. Donc voilà, c'est ma conviction et ce que je voudrais amener à cette vie, aux jeunes qui sont encore plus soucieux que moi, je dirais, d'avoir une planète qu'ils méritent. Et voilà. Avec ce grand défi qui est lancé, notamment sur l'Afrique, et ça fait partie, en tous les cas, des unes qui sont exposées juste à côté. Jean-Bernard Falco, vous aussi, un dirigeant, un entrepreneur hors pair, et ça a été dit par Patrice Béguet, un groupe hôtelier aujourd'hui on va dire dans le 3 et dans le 4 étoiles, qui est fortement implanté, et le 5 étoiles, pardon, 4 et 5 étoiles, qui est fortement implanté ici à Paris. Mais on peut d'ores et déjà dire que vous avez mis un cap. Souvent ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui appréhendent le passage à l'international. Vous, aujourd'hui, vous avez, on va dire, ce n'est pas un secret, signé un accord avec des acteurs chinois pour vous développer en Chine. Donc tout est possible avec BPI France, entre autres. Absolument. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation et bon anniversaire. Très heureux d'être là ce soir parmi vous. Je sors d'une table ronde où on a parlé beaucoup de nouveaux attentats, location meublée touristique de courte durée et autres. C'est quand même plus sympathique de se projeter dans l'avenir après les 2 discours que je viens d'entendre. Alors effectivement, grâce à BPI France, on a d'abord, si on fait un peu l'histoire, aujourd'hui le groupe que j'ai fondé avec mon épouse est un groupe de 700 personnes, de 29 établissements de catégorie 4 et 5 étoiles, et qui réalise un peu plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc une petite ETI. Et si ça c'était possible, il faut juste rendre à César ce qui appartient à César, même si Patrice n'était pas là. C'est grâce à l'époque à Oseo, c'était le nom de BPI France antérieurement, qui a accepté de nous prêter 400 000 euros pour embaucher des hommes. Et pas d'argent en 2005. J'avais un projet qui est celui dont on va parler maintenant, et qui a un peu évolué au fil des années, mais il n'y avait aucune banque en France en 2005, c'était il y a 10 ans, hein, c'est pas la préhistoire, qui acceptait de prêter de l'argent à un entrepreneur pour embaucher des hommes. Et voilà, 10 ans après, c'est 700 personnes qui travaillent au quotidien. En 2014, effectivement, nous avons considéré avec mon épouse et l'équipe dirigeante
autour de moi qui est exceptionnel. Et là, je rejoins effectivement ce que vous disiez, madame, et ce que disait Guy Savoie juste avant, et ce que disait également Patrice, et il vous a également adressé ce message-là. Sans nos collaborateurs, sans nos équipes, en fait, on ne serait même pas là en train de discuter les uns avec les autres, parce que c'est collectivement que l'on gagne ensemble, c'est collectivement que l'on perd aussi parfois, et c'est difficile, mais c'est surtout grâce à toutes celles et tous ceux qui nous entourent au quotidien et qui travaillent avec un acharnement que l'on réussit. Et alors vous avez une recette justement, parce que je crois que vous amenez une partie de vos collaborateurs chaque année faire le marathon de New York, entre autres. C'était pas prévu comme question, ça. Non, C'est pas très sympa. Oui, effectivement, pas tous les ans. On a fait une première expérience en 2000. Vous savez, pour courir le marathon de New York, il y a 15 ans, vous pouviez vous inscrire quelques mois avant. Plus les années passent, plus c'est compliqué et il faut maintenant s'inscrire 18 mois avant. Donc j'ai envoyé un email au printemps 2013 à l'ensemble de mes collaborateurs. Et comme je cours le marathon de New York chaque année, je leur ai proposé de venir le courir avec moi en 2014, donc 18 mois plus tard. Je m'attendais à avoir une dizaine de réponses et j'en ai eu 55 à l'arrivée qui ont fini en une centaine au départ et puis on s'est retrouvé à 55. Et finalement, on a étendu ça aussi un petit peu en dehors de la société et notamment à quelques collaborateurs de BPI France qui nous ont déjà accompagnés dans cette aventure. J'ai laissé passer l'année 2015 parce que c'est un peu compliqué quand même en termes de finances. Et vous en avez tiré quoi comme justement à la fois comme leçon et comme expérience par rapport justement à votre entreprise et à vos équipes? J'en ai tiré une telle expérience de vie humaine, collective et de travail et surtout humaine que j'ai réitéré l'opération pour 2016 et on n'est plus 55, maintenant on est 130. Donc on va partir à 200 et non plus à une centaine. C'est exceptionnel puisqu'on retrouve toutes les valeurs autour du jogging, de l'émulation de la fédération, du sport. C'est un sport très individuel mais finalement avec une aventure collective. Et les valeurs de simplicité, de proximité, d'humilité, de travail, de rigueur, de détermination, de confiance en soi et de dépassement de soi se retrouvent au travers de l'entreprise en tant qu'homme et sur le macadam. Ça, vous l'avez beaucoup évoqué, Jean-Bernard Falco. Cette exposition, elle place beaucoup la technologie et le rôle que va jouer la technologie, on le voit. En même temps, on a envie de dire qu'il faut que la technologie soit au service de l'homme et non pas l'inverse. Et l'entreprise a 30 ans, quelles que soient ses évolutions, son adaptation et la place de la technologie, de toute manière, il faudra pouvoir mobiliser, comme vous le faites auprès de vos 700 collaborateurs, mobiliser le capital humain. Et de toute manière, c'est un élément essentiel dans votre secteur, on va dire, industriel, d'activité, que ce soit pour Guy Savoie ou pour le vôtre. Absolument. Le capital humain, c'est la priorité absolue. Les valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure sont les valeurs que l'on retrouve au quotidien. Et encore une fois, sans les femmes et sans les hommes qui travaillent tous les jours avec acharnement pour bien faire leur travail, pour apporter à nos clients une véritable expérience produit, une expérience service. Si on interroge les uns et les autres autour dans la salle, il y a, comme le disait Guy Savoie tout à l'heure, l'envie de faire en sorte que les clients reviennent dans son établissement. Et la meilleure façon de faire revenir le client dans son établissement, c'est de lui apporter ce qu'il attend, ce dont il a envie. Et pour ça, c'est pas nous, c'est pas moi qui tous les jours va aller voir tous les clients, c'est bien toutes mes équipes qui vont se donner à fond, qui vont se défoncer, qui vont justement prendre en compte toutes les valeurs que j'ai citées tout à l'heure et du dépassement de soi tous les jours pour aller permettre d'offrir le meilleur de ce que chaque personne a au service du client. Et ça, c'est important, ce n'est pas la technologie qui permet de faire ça. Tout à l'heure, je disais, dans votre expérience qui est intéressante de Jean-Bernard Falco, parce que j'ai l'occasion de rencontrer tous les jours des entrepreneurs, c'est à la fois ce que vous avez construit, bâti ici à Paris, avec Paris In Group, donc je le rappelle, un grand nombre d'hôtels 4 et 5 étoiles ici à Paris, et aujourd'hui d'aller vous développer en Chine. On a envie de dire quelquefois, mais un indépendant comme vous, qu'est-ce que les Chinois peuvent attendre d'un acteur comme vous? Et je crois que dans ce que vous avez réalisé comme accord il y a maintenant 1 an, on voit à la fois toute l'excellence française qui est bien accueillie, et vous qui avez eu le courage d'aller au-delà des frontières de la France. D'abord, alors ça nécessite de faire aussi une petite explication de texte macroéconomique. L'hôtellerie fait partie d'un écosystème qui s'appelle le tourisme. Le tourisme, simplement, on ne s'en rend pas compte, mais c'est le premier secteur d'activité en France. C'est 7% de notre PIB, c'est 150 milliards de recettes économiques. L'hôtellerie, c'est 20 milliards de recettes économiques en France. À Paris, c'est 4,5 milliards. C'est 2 200 000 emplois, ce qui fait le premier employeur de France. On embauche dans le secteur
30 000 emplois jeunes, stagiaires, contrats en alternance et autres. Et par conséquent, on se dit, à un moment donné, ce terrain de jeu-là, il est important et il faut pour se développer et pour continuer la croissance externe, il faut aller voir à l'extérieur ce qui se passe. Or, si aujourd'hui notre pays accueille 85 millions de visiteurs, selon les chiffres macroéconomiques sur lesquels chacun s'accorde, nous allons accueillir 110 millions de visiteurs dans 5 ans, 130 millions de visiteurs en 2030. Écoutez bien, c'est très important. 150 millions de visiteurs en 2050 et à un horizon beaucoup plus lointain, 200 millions de visiteurs en France en 2100. Si on se concentre sur les 15 prochaines années, comment devons-nous passer et comment devons-nous faire les uns les autres pour nous préparer de passer de 85 millions de visiteurs à 130 millions, 45 millions de plus. C'est tout simplement pas possible compte tenu des conditions actuelles. Et parmi cette évolution significative de tourisme dans notre pays, bien évidemment, la première communauté est la communauté asiatique. Et parmi la première communauté asiatique, naturellement, si aujourd'hui les Chinois sont 2 millions de visiteurs en France, ils seront demain 15 à 20 millions. Comment vous faites quand vous êtes hôtelier à Paris, dans votre établissement, de ne pas raisonner en vous disant « Comment je vais faire pour accueillir ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Comment ils vivent ?» On sait, si on raisonne un petit peu, qu'ils ne vivent pas comme nous, qu'ils n'ont pas les mêmes attentes, qu'ils n'ont pas les mêmes exigences. Par conséquent, on se dit « Il faut qu'on se mette à leur place. » Ou alors peut-être aussi que l'idée, c'est d'aller voir comment ça se passe chez eux. Et je suis entrepreneur, mais quelque part, j'ai aussi beaucoup de responsabilités sociales par ailleurs. Et je me dis, je vais y aller, mais je ne vais pas y aller tout seul. Je vais y aller avec un partenaire local. Et si moi, j'ai créé avec mon épouse cette société il y a 10 ans, et que nous avons 30 hôtels aujourd'hui, le partenaire chinois avec lequel je me suis associé, lui, en a 4 000. Là où j'ai 700 collaborateurs, lui, en a 60 000. Et il a été créé aussi il y a 10 ans. Là où je fais 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, lui, il fait 1,6 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est intéressant de s'associer avec ce groupe-là, de comprendre comment il fonctionne. Et l'idée, comme Guy Savoie l'a rappelé tout à l'heure, c'est d'aller vendre l'élégance à la française, l'art de recevoir à la française. On ne se rend pas compte à quel point la France, réellement, et ce n'est pas un politique qui parle, c'est un chef d'entreprise, est vue à l'extérieur. Alors certes, effectivement, ma casquette de fédérateur de la famille tourisme à l'export me permet d'aller un peu plus loin et d'expliquer cela, mais quand on se déplace, et avec BPI France, on a eu l'occasion de mener quelques missions à l'étranger, vous n'imaginez pas à quel point la France rayonne. La France rayonne par sa gastronomie, la France rayonne par son entrepreneuriat. D'ailleurs, je rappelle que le mot entrepreneur, c'est un mot qui est totalement français. En anglo-saxon, ça s'appelle entrepreneur. Et par conséquent, on s'est dit, on va les développer, l'art de vivre à la française, l'art de recevoir à la française, en s'associant avec ce partenaire-là, et on va déployer ensemble 200 hôtels de catégorie 5 étoiles qui représentent et qui s'appuient sur un siècle d'histoire, parce que si effectivement j'ai créé cette entreprise il y a 10 ans, encore une fois, j'ai pu la créer grâce à un socle familial historique qui a 100 ans et dont la date de naissance historique est 1923, et c'est la même que BPI France, et ça c'est juste la vérité. Le premier hôtel pour la Chine, je crois que c'est dans quelques semaines. On inaugure le 8 janvier le premier hôtel. Un an après, première d'une série d'au moins 60 hôtels dans les deux prochaines années. Et tout ça a été fait grâce au soutien de BPI France dès le premier jour, parce que comme en 2005, il fallait que je trouve de l'argent, et les premiers à me dire « vas-y, on t'accompagne », c'est BPI France. Ce qui était prévu de toute manière, c'est que pour le premier jour de l'opening en Chine, tout le monde est invité par BPI France, non? C'est prévu, Patrice. Bravo en tous les cas, Jean-Bernard Falco. Avec plaisir. Myriam, pour conclure, on a entendu le pari fou tout à l'heure de Guy Savoie. Je sais que Jean-Bernard Falco, son désir et son pari fou, c'est de devenir l'acteur mondial de l'exploitation des hôtels dans le monde. Et je crois que c'est bien parti avec ces 200 hôtels en objectif en Chine. Votre pari fou pour 2016? Déjà, réussir l'implantation de l'économie d'énergie avec On5 en Italie, en Espagne et en Angleterre, et vraiment démontrer que cette façon de voir l'économie dans ce nouveau paradigme de la rénovation, elle existe partout en Europe. Et à 2020, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est accompagner 1 million de travaux de rénovation énergétique à l'échelle européenne et créer ce marché avec de l'innovation qui n'existe pas aujourd'hui, mais qu'on va inventer parce qu'on a appris à le faire ici. Et j'en profite pour vous remercier tous les deux, parce qu'on ne fait jamais, au-delà de nos collaborateurs, son chemin sans trouver des encouragements. Et à un moment donné, j'ai reçu la tribune Women's Award.
Patrice a toujours été là au fil du temps. Il y a d'autres personnes comme ça. Et je crois qu'il faut cultiver beaucoup d'amour et de gratitude. Et c'est un moment pour l'exprimer. Donc, merci pour être là et nous aider à relever des paris, quels que soient les moyens. Merci. Je vous donne d'applaudir Myriam Maestroni. Patrice, avant d'ouvrir ce moment de partage et d'amitié autour du cocktail dînatoire, la conclusion te revient. On ne va pas attendre 30 ans pour revoir tout le monde. Moi, je n'ai pas de conclusion à faire particulièrement parce que l'exposé, ce qui est important, c'est l'exposé de nos partenaires, de nos clients. D'ailleurs, on dit plus souvent partenaires que clients parce qu'on avance ensemble. C'est tout simplement donner les moyens de grandir, d'aller de l'avant, de se dépasser, de casser tous les tabous, d'aller au-delà des frontières, d'être dans cette génération que j'appelle et que je vois ici devant nous, parce que la nouvelle économie, c'est eux, cette génération qui s'appelle même pas peur, celle qui va de l'avant, celle qui gagne en France, dans toutes les régions, parce que les énergies créatrices sont plus que jamais dans les territoires, dans tous nos territoires français, quoi qu'il se passe. Ça, c'est fondamental. Et puis, pas en conclusion, mais en avenir, puisque, comme tu le sais, dessous BPI France, il y a toujours servir l'avenir. Nous, on aime les audacieux, les gens qui ont du courage, les gens qui se battent, ceux qui vont de l'avant. Tu en fais partie. Et je crois que tu vas remettre un ouvrage qui est les 30 ans. Et comme tu as toujours 3 coups d'avance, certains auraient fait la rétrospective. Toi, tu fais les 30 prochaines années. Eh bien, en fait, cet ouvrage, pour faire un lien avec notre ami Guy Savoie et avec nos amis entrepreneurs, que je remercie une fois de plus d'avoir témoigné, parce que les entrepreneurs ici présents croient plus en leur père et réciproquement qu'en quiconque. Désolé, nos amis médias, mais c'est la vie. Eh bien, ton livre, il se lit pas, il se parcourt pas, il se déguste. Merci.